Bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire Directive plastique à usage unique. Direction donc Bruxelles pour examiner cette directive qui a été votée mercredi 27 mars à 560 voix pour, 35 voix contre. Un large consensus européen sur cette question, avec à l'horizon des élections européennes, donc une échéance politique importante. Nous allons voir du coup dans ce webinaire à la fois la directive plastique à usage unique, mais nous verrons également la stratégie plastique de l'Union européenne avec la continuité de cette directive plastique à usage unique avec l'Alliance plastique circulaire qui se donne pour objectif d'aller plus loin sur les engagements volontaires en matière d'intégration de plastique recyclé, et également sur la mise en perspective internationale pour voir que l'Union européenne a effectivement un rôle moteur sur la question et que à l'échelle internationale il y a également beaucoup de choses qui se font. Sur les enjeux réglementaires, du coup sur les plastiques à usage unique, nous allons donc, comme je vous le dis, examiner en premier lieu la directive plastique à usage unique, qui a été votée ce mercredi 27 mars au Parlement européen, et qui doit maintenant faire l'objet d'une signature finale au Conseil de l'Union européenne. Le Conseil de l'Union européenne, je vous le rappelle, ce sont les ministres de l'environnement des États membres sur nos questions, qui du coup doivent signer l'accord final pour qu'après le texte soit publié au journal officiel, et après sa publication, 20-21 jours après sa publication, il entrera en vigueur et il sera pleinement dans le droit européen et doit faire après l'objet d'une transposition qui doit se faire dans un délai de 2 ans. Sur ces questions législatives et réglementaires et sur le processus national et européen, je vous invite à regarder notre webinaire sur la question, qui est plutôt récent puisqu'il date de la semaine dernière, pour du coup mieux comprendre les rouages des institutions européennes et françaises et le processus législatif et réglementaire. Sur cette directive plastique à usage unique, je vais parler d'acte d'exécution. Alors comme toute directive, un acte d'exécution, c'est un acte qui doit être rédigé par la Commission européenne pour que la transposition au niveau des États membres de la directive se fasse de façon harmonisée. Donc que les États membres soient d'accord à la fois sur les aspects techniques et juridiques, et qu'on puisse avoir du coup des règles qui puissent être équitables et égales entre les metteurs en marché sur l'ensemble de l'Union européenne et sur un marché qui est unique, le marché intérieur. Donc sur cette proposition de directive Single Use Plastics, plastique à usage unique, il y a 6 volets que nous allons voir maintenant. Tout d'abord, un volet réduction significative de certains produits et emballages. Nous verrons ensuite les interdictions de mise en marché pour comprendre les exigences d'éco-conception, l'extension de la REP au sens où désormais la REP pour certains produits et emballages va devoir prendre en compte les coûts de prévention et les coûts de nettoyage. On va voir ça sur les déchets sauvages. Nous verrons également les exigences de marquage et de sensibilisation pour les consommateurs, pour ensuite s'intéresser à la fin sur cette directive, sur le taux de collecte du coup des bouteilles plastiques. Tout d'abord sur la réduction significative. Donc, l'Union européenne et les institutions européennes, donc le Conseil de l'UE, le Parlement, la Commission européenne, ont trouvé un consensus sur des réductions ambitieuses de la consommation de certains produits et emballages d'ici 2026, en comparaison à la consommation de ces produits et emballages en 2022. Cela vise les récipients de nourriture, les gobelets pour poissons, y compris les couvercles caps and lids, donc la version est encore anglaise. Donc caps and lids, il faut comprendre les bouchons et les opercules. Et quand il faut comprendre les récipients de nourriture et les gobelets pour boissons, ça signifie bien que il y a des objectifs qui se font sur les emballages, et pas uniquement sur les produits, sur la partie emballage. Alors l'Union européenne, pour atteindre ces objectifs de réduction significative, laisse aux États membres le choix de leurs mesures qui puissent être appropriées pour atteindre cette réduction significative. Ça peut passer par des objectifs de réduction de consommation, des instruments économiques, ça peut également passer par l'augmentation de la disponibilité des alternatives, par exemple le réutilisable, ou ça peut également passer par des articles qui sont fournis de façon non gratuite. Donc l'Union européenne laisse aux États membres
leur méthodologie, leur instrument pour atteindre cet objectif, parce que l'Union européenne n'a pas sa main à mettre sur la méthodologie nationale. Cependant, elle doit veiller à ce que ça se fasse de façon harmonisée. Et donc du coup, il va y avoir un acte d'exécution par la Commission européenne avec une échéance à décembre 2020. Donc avant décembre 2020, cet acte d'exécution doit être adopté pour permettre de chiffrer ces objectifs et faire en sorte que on puisse avoir le même point de comparaison en 2022, la même méthodologie, pour qu'en 2026, on puisse se réunir autour de la table et voir que cette réduction a été effective. Il y a également sur cette réduction significative et ses objectifs une obligation de surveillance et de déclaration par les États membres en vue de la fixation de ces objectifs qui soient quantitatifs, contraignants en matière de réduction de la consommation à l'échelle européenne. Sur les interdictions de mise en marché. Alors, l'information a beaucoup circulé, ce n'est donc pas vraiment une surprise. Cette directive plastique à usage unique prévoit l'interdiction des cotons-tiges, des couverts, des assiettes, des pailles, des agitateurs de boissons, des tiges de ballon et des plastiques oxodégradables ainsi que des contenants de boissons alimentaires en polystyrène expansé ou gobelets en polystyrène expansé. Il y a également des exigences en matière d'éco-conception. Alors, sur ces exigences en matière d'éco-conception, cela vise deux choses. À la fois l'intégration en matière recyclée et également les bouchons et couvercles solidaires, donc les caps and lids, couvercles opercules. Sur l'intégration en matière recyclée, la directive prévoit une introduction de 25% de matière recyclée dans les emballages de boissons PET à horizon 2025 et 30% sur l'ensemble des emballages de boissons en plastique à horizon 2030, avec une date limite d'adoption de l'acte d'exécution par la Commission européenne en janvier 2022. Sur le deuxième volet, les bouchons et couvercles solidaires, la directive du coup prévoit que pour tous les récipients à boissons et bouteilles jusqu'à 3 litres, les beverage containers up to 3 liters et les beverage bottles up to 3 liters, doivent avoir du coup un bouchon solidaire. Donc ça s'applique à la fois pour les boissons gazeuses et les boissons non gazeuses, avec une entrée en vigueur qui puisse se faire 5 ans après l'entrée en vigueur de la directive en tant que telle, avec une date limite d'adoption de l'acte d'exécution par la Commission européenne qui doit se faire pour octobre prochain, octobre 2019, mais on sait déjà que l'acte devrait être prêt d'ici juillet, donc ça va aller très vite. Cet acte d'exécution doit permettre notamment de s'accorder sur les aspects techniques par rapport à bouchon solidaire, et qu'est-ce que ça signifie à la fois par exemple pour une bouteille de lait ou une bouteille de boisson gazeuse, mais également pour une brique de lait par exemple. Sur les exigences en matière de collecte. L'Union européenne prévoit des exigences de collecte assez ambitieuses. Tout d'abord, je me permets un rappel sur le paquet économie circulaire. Donc le paquet économie circulaire, c'est un ensemble de directives, pour rappel, un ensemble de directives qui contient notamment la directive cadre déchets et la directive cadre emballage et déchets d'emballage, qui sont deux directives qui nous concernent directement. Dans le paquet économie circulaire qui du coup est entré en vigueur le 5 juillet 2018, on a un objectif de collecter séparément l'ensemble des emballages et du coup de faire une collecte séparée des papiers, des métaux, des plastiques et du verre. Dans certaines circonstances, dans certaines conditions, les États membres sont autorisés à déroger à l'obligation générale de collecte séparée des déchets dans des cas qui seraient dûment justifiés, notamment pour des raisons d'impact environnementaux négatifs ou des coûts économiques disproportionnés. C'est notamment le cas pour des régions ultra-périphériques où il peut être compliqué de mettre en place cette collecte séparée. Ce sont, donc là je vous ai exposé vraiment les objectifs généraux du paquet économie circulaire. Maintenant intéressons-nous plus particulièrement à la SUP, qui fait l'objet de ce webinaire. Sur la SUP, on a donc un objectif de collecte séparée de 77% des bouteilles plastiques d'ici 2025 et 90% d'ici fin 2029. Pour atteindre cet objectif, les États membres peuvent établir des systèmes de remboursement des dépôts de consignation ou fixer des objectifs de collecte qui soient distincts de la REP, la responsabilité élargie du producteur, dont Citeo est en charge au niveau français pour les emballages ménagers. Donc du coup, c'est ces États membres qui sont libres de choisir leur propre méthodologie. On en revient du coup
comme mes slides précédents sur la question de l'application du droit européen et l'application d'une directive, l'Union européenne n'a pas son mot à dire sur la méthodologie qui est mise en œuvre au niveau de chaque État membre et des outils utilisés nationaux. Par contre, elle fixe ses objectifs et fait en sorte que chaque État membre puisse s'accorder sur les mêmes standards et faire en sorte qu'on puisse du coup comparer des performances qui soient comparables et derrière sanctionner si ces performances n'ont pas été atteintes. Sur ces standards pour la France, la vision du gouvernement à ce stade sur ce taux de collecte est de se dire que nous prenons dans ce taux de collecte le tonnage de bouteilles entrantes en centre de tri, additionné au tonnage des bouteilles collectées hors foyer, type par exemple sur les machines RVM, que l'on diviserait par les tonnages de bouteilles mises sur le marché. Ce que là exclurait donc ce qui résulterait des OMR, des ordures ménagères résiduelles. Sur l'extension du modèle de responsabilité élargie du producteur. Il y a donc une exigence donc que vous connaissez dans le paquet économie circulaire qui est sur l'extension de la REP en tant que telle sur l'ensemble des emballages, donc les emballages ménagers mais aussi les emballages industriels et commerciaux. Ça c'est bien dans le paquet économie circulaire avec cette exigence qui doit s'appliquer pour 2025, c'est-à-dire que pour 2025, l'ensemble des États membres devront avoir la filière REP pour l'ensemble des emballages. À ce stade, seuls 3 pays n'ont pas de filière REP. Le Danemark, la Hongrie, la Croatie. Le Danemark vient d'adopter le mois dernier, février 2019, une loi économie circulaire mettant en place cette filière REP. Il ne reste donc plus que la Croatie et la Hongrie. Mais par exemple, pour la France, vous n'avez pas de filière REP encore pour les emballages industriels et commerciaux. C'est donc en cours de discussion avec le gouvernement et ça doit se mettre en place avant 2025 avec l'application du paquet économie circulaire. Sur ce volet de la REP, par rapport à la directive plastique à usage unique, quand je parle d'extension du modèle de la responsabilité élargie du producteur, je parle pas là en fait de l'extension sur les emballages ménagers et les emballages industriels et commerciaux, déchets d'emballages industriels et commerciaux, je parle bien de l'extension de la REP sur ses champs d'application, sur ses missions. Donc, la directive plastique à usage unique prévoit que les producteurs en fait de certains produits emballages puissent couvrir les coûts de prévention des déchets, donc on parle bien d'un volet de sensibilisation, de gestion des déchets, de nettoyage et de collecte de données, de partage de données en fait pour améliorer la politique publique en matière de déchets sauvages. Cette mission qui est plutôt élargie en fait sur la responsabilité élargie du producteur, elle doit s'appliquer notamment pour les mégots de cigarettes qui doivent mettre en place une filière REP, donc à l'instar d'une filière REP pour les emballages ménagers avec Citeo, il y aura une filière REP pour les mégots de cigarettes. Cette mission élargie aussi de la REP doit également s'appliquer pour les lingettes, les ballons et également pour tous les emballages alimentaires pour consommation immédiate. Donc les barquettes, les gobelets, les bouteilles, les paquets de sachets, par exemple les paquets de chips, les sacs plastiques légers et ultra légers. L'ensemble de ces éléments d'emballage sont déjà soumis à une filière REP, puis la filière REP, emballage ménager, qui correspond du coup à Citeo pour la France. Sur du coup la date limite d'adoption de l'acte d'exécution de la Commission européenne, il faut savoir que c'est le seul acte d'adoption ou d'exécution, excusez-moi, où il n'y a pas de date d'adoption. C'est assez étonnant, ça s'explique justement par le fait que la directive plastique à usage unique parle dans ses considérants, donc considérant qui dans un texte juridique rappelle vraiment les fondements d'une directive. Les considérants parlent de marine litter, donc de déchets marins, tandis que les dispositions, donc les articles qui ont vraiment valeur juridique, qui vont être transposés, parlent de littering, donc de déchets sauvages. Donc, s'il n'y a pas d'acte d'exécution à ce stade et de date limite pour l'adoption de l'acte d'exécution, c'est peut-être aussi parce que la méthodologie va avoir une grande conséquence. La méthodologie va être difficile à adopter, notamment est-ce qu'on s'accorde uniquement sur les déchets marins, est-ce qu'on s'accorde sur les déchets sauvages au sens large du terme, est-ce qu'on du coup on prend aussi les déchets urbains en tant que tels? Est-ce qu'on parle de volume? Est-ce qu'on parle d'unité? Est-ce qu'on parle de mise en application d'un coefficient sur l'ensemble du budget propreté de l'ensemble des collectivités françaises? Quel champ d'intervention? La France a du coup le plus gros littoral européen avec également les DOMCOM. Voilà, ça va poser beaucoup de questions. Et les questions se posent également au niveau français. Est-ce que au niveau de la France, du coup, cette disposition sera
inscrite dans la loi économie circulaire? Est-ce que ce sera l'objet d'une transposition pour un peu plus tard, tout en respectant le délai de 2 ans de la transposition européenne? Voilà, ça pose l'objet de beaucoup de questions. Ça peut notamment être inscrit dans une loi à court terme, pour après dire dans l'article, effectivement, sur cette méthodologie de nettoyage et de coût de nettoyage des déchets marins ou déchets sauvages, cela fera l'objet d'une ordonnance par exemple. Donc ça laissera après la compétence à l'exécutif de mettre en place une ordonnance pour pouvoir s'accorder à la fois sur la méthodologie et sur les coûts de nettoyage, et également sur l'ensemble de ces missions que la filière REP devra couvrir par rapport à l'ensemble de ces produits et emballages visés. La directive SUP prévoit également des exigences sur le marquage et la sensibilisation des consommateurs. En effet, les États membres doivent veiller à ce que certains produits en plastique à usage unique, notamment les serviettes hygiéniques, les tampons et applicateurs de tampons, les lingettes de soins personnels et ménagères préhumidifiées, les produits de tabac avec filtre et filtres commercialisés pour être utilisés en combinaison avec des produits de tabac, les tasses à boissons, qui sont mis sur le marché, portent un marquage visible, clairement lisible et indélébile sur l'ensemble de l'emballage ou sur le produit lui-même, et informent le consommateur des options de gestion appropriées des déchets. Donc tout simplement dire au consommateur, ça va dans une poubelle et non dans les toilettes pour pas aller d'après dans les canalisations d'eau et finir en déchets marins. Mais cela doit également indiquer la présence de plastique dans le produit et les incidences environnementales et sanitaires qui peuvent être négatives si le produit ou l'emballage finit en déchets marins. Sur un point d'interrogation, donc, je parle de tasse à boisson. Tasse à boisson, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait dire les gobelets. On est vraiment en fait là sur une traduction anglaise. Le texte, en fait, il faut le savoir, il est en cours de traduction actuellement. Il sera disponible, je l'espère, au moment de la signature finale au Conseil de l'UE. Mais voilà, il faut savoir simplement que ce sera peut-être plus clair de 1 quand le texte sera français, donc pour voir comment ça se transpose au niveau du droit français, mais également ce sera plus clair également avec l'acte d'exécution de la Commission européenne qui doit être adopté avant juin 2020. Voilà sur les éléments de la Single Use Plastic Directive, donc la directive plastique à usage unique, la directive SUP, qui fait lien avec la stratégie plastique de l'Union européenne. Il faut savoir que cette directive plastique, à l'avenir, elle pourra être révisée pour aller un peu plus loin, et donc pour permettre des objectifs de réduction qui sont encore plus ambitieux, des interdictions qui aillent encore plus loin, et par exemple une extension de la règle qui puisse s'appliquer sur d'autres produits et emballages. L'objectif pour l'Union européenne est vraiment de pouvoir atteindre les objectifs qu'elle s'est fixés, notamment en matière plastique, sur le recyclage de l'ensemble des emballages pour 2025 et 2030, qui sont fixés pour les emballages plastiques à 50% pour 2025, 55% pour 2030. Parce que la SUP ne suffit pas, l'Union européenne prévoit d'autres mesures qu'il faut savoir, qu'il faut connaître, qu'il faut avoir pour comprendre correctement la stratégie plastique et l'impact pour les metteurs en marché. Il y a tout d'abord un axe financier. En effet, l'Union européenne réfléchit à une taxe ou une contribution sur les emballages plastiques non recyclés. Avec le Brexit, donc toujours en négociation, vous connaissez les négociations actuelles au niveau du Brexit qui sont compliquées, avec un report qui s'est fait pour le 12 avril. On sait que c'est pas encore très clair sur le statut du Royaume-Uni, mais également du coup sur la contribution budgétaire. Si le Royaume-Uni sort réellement, il n'y aura pas de contribution. Si le Royaume-Uni reste partiellement, la contribution est discutable. Si il sort réellement, une contribution devra être réenvisagée au niveau des États membres. En effet, il y aura un trou budgétaire qu'il faudra combler. Du coup, l'Union européenne réfléchit à une contribution qui se ferait par les États membres en fonction des emballages en plastique qui sont non recyclés par État membre. Si je parle de taxe, je suis également méfiant sur ce terme parce que la taxe signifie qu'au niveau du Conseil de l'Union européenne, je le rappelle, donc du coup la réunion des ministres, du coup sur les sujets fiscaux ou environnementaux sur ces thématiques, demande du coup qu'il y ait l'unanimité. Donc tous les sujets fiscaux demandent une unanimité. Or, on sait très bien que notamment sur le problème des GAFA, l'unanimité n'est pas possible, notamment sur certains pays que je ne citerai pas, notamment le Luxembourg et l'Irlande du Nord, qui peuvent créer justement des barrières à l'adoption d'un acte. Donc l'unanimité peut poser problème, sauf que le commissaire
européen en charge des dossiers fiscaux et le commissaire français, et a fait une proposition récemment pour un changement de vote en Conseil sur les dossiers fiscaux qui se fasse de l'unanimité à la majorité qualifiée. La majorité qualifiée demande deux conditions. Une condition sur le nombre de pays qui puissent voter et une condition sur le nombre de citoyens européens sur ce vote-là. Donc il faut que l'ensemble des pays puisse atteindre l'ensemble des pays qui puissent voter puisse atteindre un certain seuil de citoyens au niveau des ministres. Donc la taxe peut être plus compliquée à mettre en œuvre, par contre la contribution peut être plus facile à appliquer. Et une contribution qui pourrait se faire du coup de 0,8 € kilo à 1 € le kilo, ce qui représenterait 800 millions d'euros pour les emballages ménagers en France et 1,3 milliard d'euros pour tous les emballages, un gisement total de 2,1 millions de tonnes. Point date, du coup, c'est une proposition qui est inscrite au calendrier du Conseil environnement, donc du Conseil de l'UE, la partie environnement, pour le 8 avril prochain. Donc c'est vraiment un sujet qu'il faut suivre de près. En complément de la SUP, il y a également la directive relative aux installations de réception portuaire pour le dépôt des déchets de navires. Alors, on est loin de la filière REP effectivement, mais il faut pouvoir comprendre cette directive pour comprendre en fait globalement la stratégie plastique au niveau européen. Dans la directive SUP, donc il y a ce volet extension de la REP, notamment sur la prévention et la gestion par rapport au co-nettoyage des déchets marins ou des déchets sauvages au sens large du terme. Comme la directive SUP ne prévoit pas en fait qu'ils se retrouvent à la surface de l'eau, c'est une autre directive qui a été révisée récemment et qui a été votée au Parlement européen le 13 mars dernier, qui prévoit tout ce qui est déchets marins qui se retrouvent à la surface de l'eau, avec du coup ce texte qui doit être adopté ensuite par le Conseil de l'UE, tout comme la directive SUP pour une signature finale, et être publié également au journal officiel de l'Union européenne, et qui entrera en vigueur avant les élections européennes, donc avant le 26 mai prochain. Sur cette directive, du coup, plusieurs choses à retenir. Il y aura une redevance indirecte pour tous les navires de pêche et bateaux de plaisance qui devront payer pour décharger leurs déchets dans les ports. Il y aura une redevance directe supplémentaire pour les navires délivrant une quantité exceptionnelle de déchets. Il y a une redevance qui par contre sera réduite sur les déchets pour les navires verts, qui prouvent une réduction de la quantité de déchets et une gestion durable à bord. Il y aura également une uniformisation et la mise en conformité avec la législation communautaire en matière de déchets dans les ports, en s'assurant que les ports disposent de plans de réception et de traitement des déchets. J'en viens à la fin sur donc du coup la directive plastique à usage unique et les mesures législatives et réglementaires qui s'accompagnent de la directive plastique à usage unique pour atteindre les objectifs que se fixe l'Union européenne sur le paquet économie circulaire et sur la stratégie plastique. Venons-en maintenant à l'accompagnement qui est fait au niveau des metteurs en marché, des éco-organismes au niveau européen avec l'Alliance circulaire européenne pour les plastiques. Alors, l'Union européenne, notamment la Commission européenne, qui est un peu l'exécutif européen, avait prévu, du coup, avait fait un appel à engagement volontaire pour une intégration de 10 millions de tonnes de plastique recyclé dans les nouveaux produits sur le marché de l'Union européenne, oui, d'ici 2025, conformément à la stratégie européenne pour les plastiques. Or, avec cet appel à engagement volontaire, le seuil de 10 millions n'a pas été atteint, le seuil de 5 millions de tonnes a été atteint, donc l'Union européenne a dit oui, ce n'est pas suffisant, allons un peu plus loin pour atteindre ces 10 millions de tonnes, et avant de pouvoir rédiger un texte réglementaire ou législatif, l'Union européenne a préféré faire appel aux metteurs en marché et aux éco-organismes pour voir quelles sont les barrières, et quelles sont les barrières techniques et législatives, mais également quels sont les leviers à lever pour pouvoir atteindre cet objectif de 10 millions de tonnes. Elle a donc créé cette alliance circulaire européenne pour les plastiques avec 3 objectifs opérationnels: encourager les actions et des investissements volontaires, rendre compte des obstacles
qui pourrait entraver les efforts des parties prenantes pour tenir pleinement leur engagement et atteindre l'objectif fixé pour 2025, et suivre les progrès accomplis en matière de recyclage des plastiques et d'utilisation accrue des plastiques recyclés en Europe. Vraiment la partie monitoring. Il y a donc, pour remplir ces 3 objectifs opérationnels, 5 domaines d'action prioritaires qui devront être discutés lors des réunions qui se déroulent de la mi-mars à la mi-avril. À la fois un groupe de travail sur la collecte et le tri des déchets plastiques, un autre sur la conception des produits pour le recyclage, un autre également sur l'utilisation de matériaux recyclés dans les produits, un groupe de travail sur le suivi des engagements, donc un groupe vraiment monitoring pour répondre notamment au 3e objectif opérationnel, et un groupe sur la recherche et développement et l'investissement. Parmi les participants, on retrouve des associations de municipalités qui travaillent sur la gestion des déchets, on retrouve le cosmétique, la distribution, on retrouve également des grandes marques de boissons gazeuses, on retrouve également des grandes marques d'alimentaires, on retrouve en fait l'ensemble de la chaîne de valeur et l'ensemble des gros metteurs en marché qui du coup peuvent avoir un réel impact pour atteindre cet objectif de 10 millions de tonnes de plastique recyclé dans les nouveaux produits dans le marché européen d'ici 2025. À noter que actuellement la Commission européenne il y a 2 semaines, indiqué que ces engagements avaient un peu augmenté depuis donc, du coup les 5 millions. On atteindrait aujourd'hui 6,5 millions. L'objectif est vraiment qu'à la fin du processus de l'Alliance circulaire européenne, si l'été ou l'automne, on puisse atteindre réellement ces 10 millions et qu'on puisse avoir bien identifié les leviers et les obstacles pour pouvoir les lever et faire en sorte que ces objectifs soient atteignables et puissent être atteints. Il y a également un enjeu réglementaire là-dedans, c'est que pour pouvoir réellement s'engager, notamment il y a l'idée du plastique et du food contact, et faire en sorte que le cadre juridique soit bien stable pour qu'à la fois des substances chimiques ou des substances préoccupantes dans les emballages plastiques, qui sont recyclés, qui sont après réintégrés dans d'autres emballages plastiques avec un contact alimentaire, puissent être vraiment écartés, et donc faire en sorte que il puisse y avoir un règlement qui à la fois permette l'interaction entre les substances chimiques, les produits et les déchets, et que les engagements volontaires puissent se faire dans un cadre qui soit vraiment posé, et qui puisse ne pas être modifié par la suite pour que ces engagements puissent être valables, notamment sur le plastique avec un contact alimentaire. Vous trouverez 6 juin la synthèse du calendrier européen, donc décembre 2015, lancement avec un plan d'action économie circulaire par la Commission européenne, avec ce plan d'action qui ensuite a fait l'objet de nombreuses discussions, avec une entrée en vigueur ensuite du paquet économie circulaire en juillet 2018. Je vous rappelle, dans le paquet économie circulaire, ce qui nous concerne plus particulièrement, c'est la directive 4 déchets et la directive emballage et déchets d'emballage. Et en parallèle de ce paquet économie circulaire, de ce plan d'action économie circulaire qui a permis le paquet économie circulaire, on a la stratégie plastique qui en fait va au même horizon, sur les mêmes objectifs, mais se concentre uniquement sur le plastique. Donc, il y a eu la publication de la stratégie plastique en janvier 2018, avec une proposition de directive plastique et usagénique que nous venons de voir par la Commission européenne en mai 2018. Nous voyons que nous sommes en mars 2019. C'est une directive avec des objectifs très ambitieux, qui a été la plus rapide dans l'histoire de l'Union européenne. C'est vraiment un élément à noter, c'est que vraiment il y a une échéance politique et une pression citoyenne sur le sujet. Et du coup, l'échéance aussi qui est également politique avec du coup les élections européennes le 26 mai prochain. 26 mai 2019, on n'oublie pas que ça peut être une échéance importante à la fois sur les enjeux environnementaux et sur les enjeux d'économie circulaire, et que j'espère que vous êtes bien inscrits sur la liste électorale si vous souhaitez voter à ces élections européennes. L'enjeu aujourd'hui, donc du coup, est très concentré sur le plastique. L'enjeu demain pour l'Union européenne et les sujets qui montent, notamment liés au commerce électronique et aux enjeux des emballages et des produits sur le commerce électronique. C'est vraiment un sujet qui sera également à surveiller de près pour la prochaine mandature de la Commission européenne et du Parlement européen. Voilà. Sur les enjeux réglementaires, du coup sur ces plastiques, ce mouvement Plastica non grata, venons-en maintenant aux dynamiques
aux dynamiques internationales. En fait, cette directive plastique à usage unique, c'est sur le territoire européen, sur le territoire de l'Union européenne, sur un marché unique où on est vraiment entre nous, mais en fait, réellement, le problème, vous le savez, est global sur les déchets marins, et donc qui dit problème global, dit solution commune, solution globale sur la gestion des déchets marins, en visant également des réductions significatives en termes de produits et emballages plastiques, tout en essayant d'accompagner vraiment les metteurs en marché pour trouver des solutions alternatives qui puissent être viables à la fois du point de vue environnemental et économique. Donc, on revient à l'Union européenne. Effectivement, je dis mise en perspective internationale, mais on en vient à l'Union européenne avec la Belgique, parce qu'il y a un projet wallon, donc qui du coup a un projet d'arrêté avec un champ d'application qui serait plus large que la directive plastique à usage unique, avec l'interdiction de certains emballages. En effet, quand on reprend le texte du projet d'arrêté, on voit que la Wallonie souhaite aller un peu plus loin que la SUP, avec un article qui prévoit du coup une interdiction dans les établissements ouverts au public proposant des denrées et des boissons en vue de la consommation sur place ou à emporter, des gobelets. Donc il y a plusieurs éléments. Les éléments correspondent à la directive plastique à usage unique, sauf sur les gobelets. Je vous rappelle, les gobelets, il y a juste celui en polystyrène expansé qui est interdit dans les objectifs d'interdiction. Par contre, le reste des gobelets plastiques sont dans les mesures de réduction. Donc là, la Wallonie irait plus loin, parce qu'elle vraiment poserait le gobelet en tant qu'interdiction. Donc déjà, il y a un premier point, c'est quel gobelet? Gobelet, donc là, d'après la rédaction, c'est à la fois la partie emballage et la partie produit. Et quand on parle d'établissements ouverts au public proposant des denrées et boissons en vue de la consommation sur place ou à emporter, on parlait à la fois des cafés, hôtels, restaurants, mais on parlait également de la grande distribution. C'est assez quand même ouvert comme définition. Donc comme c'est une définition qui est assez large et que ça va plus loin que la directive, l'idée c'est derrière que pour éviter la fragmentation du marché intérieur, on demande à ce que ce genre de projet d'arrêté, tout comme les projets de décret au niveau français, puisse être notifié à la Commission européenne pour qu'elle puisse examiner et demander à ce que les États membres puissent faire part de leurs remarques pour que la décision puisse être effectivement stable au niveau européen et qu'il n'y ait pas de fragmentation du marché intérieur. Là-dessus, donc il y avait 3 mois pour les États membres pour faire part de leurs remarques, mais il n'y a pas eu réellement de remarques, notamment au niveau français, pas de remarques, donc un peu une position française qui est alignée avec la Wallonie, étant donné les messages politiques qui sont envoyés au niveau français. Mais la Commission européenne a décidé ce qui est un report de l'adoption pour décembre prochain, pour qu'il puisse y avoir une discussion avec à la fin du processus de la directive plastique à usage unique, une entrée en vigueur réelle, pour ensuite voir quel est vraiment le mouvement et faire en sorte que il puisse vraiment y avoir un consensus au niveau des États membres, notamment pour qu'un État membre puisse aller un peu plus loin. UK Plastic Pact. Donc allons au Royaume-Uni. Je sais, c'est pas encore sorti de l'Union européenne, mais c'est une mise en perspective internationale qui est intéressante parce que le gouvernement souhaite introduire une taxe qui puisse s'appliquer sur les emballages plastiques produits ou importés au Royaume-Uni. Donc cette taxe s'appliquerait à tous les emballages en plastique ne contenant pas au moins 30% de contenu recyclé, avec pour objectif d'inciter les entreprises à faire en sorte que davantage d'emballages puissent être recyclés et à utiliser davantage de plastique recyclé dans leurs emballages. Les revenus futurs de cette réforme de la taxe sur les emballages et de la responsabilité élargie d'emballage permettraient de cibler les investissements sur les plastiques, les déchets de produits et emballages à usage unique. Le gouvernement en fait prévoit qu'avec l'ensemble de ces axes financiers, on puisse avoir un budget de 20 millions de livres sterling pour lutter contre le plastique et stimuler le recyclage, notamment sur 2 axes, 10 millions qui permettraient d'accentuer la recherche et le développement sur le plastique, et 10 millions qui puissent permettre de lancer des approches innovantes en matière de recyclage, mais aussi de collecte et de réduction des déchets. Ça, c'était vraiment le rappel. On en a déjà parlé. L'idée étant que ensuite, en fait, pour vraiment mettre en place cette taxe et ces axes financiers, il y a une consultation qui a été publiée par le ministère de l'Environnement anglais, avec 3 consultations ciblées. L'une sur la responsabilité élargie des producteurs au niveau de l'emballage, donc qui est ouverte jusqu'au 13 mai prochain. Une sur la taxe plastic packaging, donc sur la taxe emballage plastique.
et une sur l'introduction de la consigne en Angleterre, au Pays de Galles et en Irlande du Nord, qui est donc ouverte jusqu'au 13 mai 2019 et qui écarte l'Écosse, étant donné que l'Écosse est déjà en projet de consigne pour 2022. Voilà, c'est des éléments qui sont importants à savoir si vous avez des emballages sur le marché anglais. Ce sont des consultations qui sont très lourdes en termes de temps et de moyens humains, étant donné qu'on parle de consultations avec chaque axe 100 questions qui sont techniques, à la fois techniques sur l'économie et à la fois techniques sur l'éco-conception des emballages, avec les spécificités du coup du marché anglais. Et que si vous souhaitez avoir des informations sur ces consultations et être conseillé, nous ne pouvons pas le faire. Par contre, nous pouvons évidemment avec grand plaisir vous rapprocher de notre homologue anglais qui du coup est en charge de ces questions. Venons-en à la résolution de l'UNEP. Donc l'UNEP, l'ONU pour l'environnement, qui était à Nairobi il y a quelques jours, qui s'est réuni à Nairobi avec les chefs d'État et de gouvernement, avec du coup une volonté de s'attaquer aux dommages causés par l'utilisation et la mise en rebut des produits plastiques, avec une volonté également de réduire du coup les produits en plastique à usage unique à l'horizon 2030. Donc on voit vraiment que la directive SUP impulse un mouvement qui était déjà bien lancé, et que voilà, maintenant c'est même l'ONU Environnement qui s'empare du sujet et qui pose des objectifs fixes, avec du coup ce souhait vraiment qu'on puisse réduire les déchets marins à la source, notamment les déchets d'emballage plastique. Ce qui signifie pas en fait que ces objectifs politiques se fassent uniquement sur le secteur public. Voilà, l'ONU indique vraiment qu'il souhaite qu'il y ait une collaboration proche avec le secteur privé pour trouver des produits qui soient plus respectueux de l'environnement. En marge de cette résolution, du coup, les États membres ont négocié la révision d'annexes, une annexe à la Convention de Bâle relative à la responsabilité élargie du producteur. Ça a permis du coup l'adoption de nouvelles lignes directrices sur la responsabilité élargie du producteur, qui s'adressent à la fois aux parties prenantes et plus précisément sur les pays en voie de développement, pour la mise en place de cette REP. Notamment, on sait que la Colombie souhaite en mettre une, le Kenya souhaite en mettre une, et l'idée c'est vraiment de leur permettre de gérer la fin de vie des emballages et des produits, et faire en sorte qu'on puisse vraiment boucler la boucle de l'économie circulaire tout en réduisant les déchets sauvages. Également à savoir, en lien avec l'ONU Environnement, la publication d'un rapport le vendredi 22 mars 2019 qui s'intitule Legal Limits on Single-Use Plastic and Microplastics, a Global Review of National Laws and Regulations, qui du coup fait un benchmark sur les législations mises en place au niveau des États membres de l'ONU sur le plastique et sur les produits à usage unique plastique, pour la réduction ou l'interdiction de ces produits-là et de ces emballages-là, avec également un benchmark sur la mise en place encore de filières REP pour comprendre quels États membres l'ont mise en place et quels États membres doivent la mettre en place pour pouvoir atteindre les objectifs fixés au niveau onusien. J'en ai fini avec le webinar. J'espère que ça a été clair pour vous, que ça a répondu à l'ensemble de vos questions que vous aviez à la fois sur la directive plastique à usage unique, à la fois sur la stratégie plastique européenne, mais également sur le cadre international lié aux politiques environnementales, notamment sur la réduction des déchets sauvages, notamment les déchets de produits et emballages plastiques. Et j'espère vous retrouver vite pour un prochain webinaire réglementaire et législatif. Je vous remercie pour ce voyage à Bruxelles et vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée.